ainsi que les liens hiérarchiques et fonctionnels présents. Les liens hiérarchiques représentent plutôt des rapports d'autorité entre les subordonnés et leurs supérieurs. Un lien fonctionnel indiquera quant à lui un rapport lié plutôt à l'exécution de certaines tâches qui vont mettre en relation deux membres. Trois éléments vont caractériser une structure: la division du travail, les degrés de centralisation et la coordination des activités. La division du travail va être nécessaire dès que les tâches vont se répéter et qu'elles nécessiteront plusieurs personnes. L'organisation scientifique du travail résulte de cette logique en séparant travail de conception et d'exécution et en parcellisant les tâches. On distingue alors deux types de division. La division verticale qui, elle, va déterminer le nombre de lignes hiérarchiques. En clair, c'est la hauteur de l'organigramme. Plus le nombre de niveaux hiérarchiques est élevé, plus l'organigramme sera pointu. La division horizontale, quant à elle, va déterminer le nombre de fonctions ou de services dans la structure. C'est la largeur de l'organigramme. Ici, on constate clairement que trois divisions, trois services sont présents dans cette structure. Et cette division, cette spécialisation peut se faire selon différents critères, par produit, par zone géographique, par projet ou par fonction, comme dans notre situation. Parlons maintenant des notions de centralisation et de décentralisation. Dans une structure centralisée, les décisions sont prises à des niveaux élevés situés au sommet de la hiérarchie. Quand l'entreprise grandit, que l'environnement devient plus imprévisible et que les techniques de production se complexifient, le dirigeant ne peut plus exercer son pouvoir sur l'ensemble des niveaux hiérarchiques. Le système centralisé n'est plus adéquat. Il devra ainsi opter pour une structure plutôt décentralisée où le pouvoir de direction sera cette fois réparti. Il existe plusieurs formes de décentralisation. La décentralisation verticale, le pouvoir décisionnel est transféré vers le bas de la ligne hiérarchique. La décentralisation horizontale, le pouvoir est transféré à des experts en dehors de la ligne hiérarchique. La coordination des activités va permettre aux différentes composantes de l'entreprise d'agir en cohérence. Henri Mintzberg décrit 6 mécanismes de coordination. L'ajustement mutuel, ici, les salariés se consultent directement sans passer par un supérieur hiérarchique. La supervision directe. Un supérieur donne des ordres à ses subordonnés et contrôle la réalisation des tâches. La standardisation des procédés de travail. Face à des tâches opérationnelles routinières et très spécialisées, des procédures formalisées sont mises en place pour assurer le maximum d'efficacité. Standardisation des résultats. Il est laissé une grande autonomie aux acteurs dans leur prise de décision. Néanmoins, les résultats à atteindre sont spécifiés précisément et sont contrôlés. Standardisation des qualifications et des savoirs. La formation et les qualifications nécessaires pour effectuer un travail sont précisément déterminées et uniformes. C'est le rôle d'ailleurs de la formation interne. Et enfin, une sixième type de standardisation qui est la standardisation des normes, où les normes dictent le travail et permettent à chacun de travailler à partir d'un ensemble de croyances. On se réfère ici à la culture d'entreprise qui sera commune à tous les salariés d'une organisation. Essayons maintenant dans une troisième partie de distinguer les différents types de structures. Nous verrons dans un premier temps les structures dites classiques et dans un second temps les configurations structurelles selon Henri Mintzberg. La structure simple ou encore structure entrepreneuriale qui est préconisée par Henri Fayol, ici la direction de l'entreprise centralise les décisions. Le salarié n'a qu'un seul supérieur et les relations sont personnalisées. Il y a donc une faible spécialisation du travail et le nombre de niveaux hiérarchiques est très limité.
on en comptera seulement 2 ou 3. Cette structure est adaptée aux entreprises de petite taille. La structure fonctionnelle préconisée par Taylor, l'entreprise est découpée en fonctions qui sont contrôlées et coordonnées par la direction générale. Le salarié a ainsi plusieurs supérieurs. Les règles de travail sont formalisées et le travail est spécialisé. Les relations suivent une hiérarchie bien définie. Cette structure est plutôt adaptée aux entreprises de taille moyenne et celles qui développent une seule activité. La structure divisionnelle, appelée également structure en M par Chandler, est découpée en divisions. Ces divisions peuvent être des types de marchés, des produits ou encore des zones géographiques. La direction générale assure la direction et la coordination de l'ensemble des divisions et contrôle leurs résultats. Chaque division est autonome et a sa propre direction. Chaque division fonctionne le plus souvent selon une structure fonctionnelle. Cette structure est plutôt adaptée aux entreprises ayant plusieurs activités qui ont une stratégie de diversification ou qui s'étendent géographiquement, celles qui ont par exemple une stratégie d'internationalisation. Dans une structure matricielle, l'activité est découpée selon 2 ou 3 critères, par fonction, par zone géographique ou encore par activité. Cette structure combine structure fonctionnelle et divisionnelle, cumulant ainsi les avantages des deux. Cette structure est plutôt adaptée aux firmes multinationales, qui peuvent ainsi adopter un découpage par fonction, par métier ou encore par zone géographique, et adaptée également aux entreprises qui ont plusieurs activités. Voyons maintenant l'approche de Mintzberg. Lui n'analyse pas cela sous forme d'organigramme et il insiste surtout sur la coordination des tâches. On va voir la structure organisationnelle et ses 5 composantes. Le premier élément qu'on peut voir est le centre opérationnel, qui comprend la production au sens large, approvisionnement, production, vente. Ensuite vient le sommet stratégique, appelé traditionnellement direction. Il est chargé de veiller à ce que l'organisation remplisse sa mission correctement. L'un de ses rôles est de définir la stratégie de l'organisation, mais aussi la résolution de conflits. Entre les deux, on a la ligne hiérarchique. C'est une ligne d'autorité composée de cadres et chargée de faire l'intermédiaire entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Dans certaines entreprises, la ligne hiérarchique est peu représentée. Dans d'autres, eh bien c'est le contraire. La technostructure, fonction complémentaire, est un service qui a pour but l'analyse des procédures de travail pour mieux le planifier et pour mieux l'organiser. Ils vont faire aussi du contrôle financier. Autre fonction complémentaire, le support logistique. Ce sont des services qui interviennent indirectement dans le travail. Par exemple, cela peut être le service des ressources humaines, les services juridiques, etc. Ils ne produisent pas, mais leur fonction est indispensable à l'organisation. Dans cette structure, l'entreprise est de petite taille. L'entrepreneur, au sommet stratégique, y joue un rôle privilégié. La structure est simple et informelle, ce qui lui offre une bonne capacité d'adaptation. Dans les PME, PMI, cette structure est souvent retrouvée. Cette structure est efficace dans un environnement simple et stable. Elle se caractérise par une grande taille où le travail est rationalisé et exécuté selon des procédures standardisées. Ces procédures sont élaborées par des experts et des spécialistes. C'est pourquoi les fonctions de support et la technostructure y ont une place prépondérante. Exemple, une entreprise de production de masse ou encore les administrations publiques. Dans cette structure, l'environnement est stable mais complexe. L'organisation est décentralisée. Elle laisse un maximum d'autonomie aux salariés. Le sommet stratégique se contente de donner des grandes lignes d'action. Pour assurer la coordination entre les membres de la base opérationnelle, la fonction support est très développée. C'est par exemple le cas dans les entreprises de services. Dans cette structure, l'entreprise atteint une grande taille et divise sa structure en fonction des marchés afin de réaliser des économies d'échelle. Chaque division dispose d'une certaine autonomie et se compose d'une mini-structure classique. Les fonctions de support sont essentielles car elles assurent la coordination entre les divisions.
Chaque responsable de division applique les directives stratégiques choisies par le siège et rend compte des résultats obtenus. C'est le cas dans les entreprises multinationales. Dans cette structure, l'environnement est complexe et est dynamique. La structure met en avant l'innovation grâce aux experts de la technostructure et de la fonction support. L'autonomie est forte et la qualification est élevée. C'est le cas, par exemple, dans les universités ou encore les laboratoires de recherche. Dans cette structure, eh bien justement, la structure est très informelle et son fonctionnement repose sur des croyances, une culture, une idéologie commune. C'est le cas, par exemple, dans les monastères. Et enfin, dernier type de structure, il n'y a pas de hiérarchie spécifique. Chacun tente d'imposer son point de vue en usant du pouvoir dont il dispose. Tantôt les membres de l'organisation s'opposent, tantôt ils coexistent. Les décisions prises sont les résultats de ces jeux politiques. Exemple, à l'Assemblée nationale. Masahiko Aoki distingue deux types d'entreprises en fonction de leur mode de coordination du travail et de l'incitation des salariés. C'est ainsi qu'il en vient finalement à distinguer deux formes fondamentales de firmes, la firme A et la firme J, désignées par lui comme la firme hiérarchique et la firme horizontale. Aoki soutient l'idée que l'entreprise J est plus adaptée à l'environnement actuel car elle est plus flexible et plus réactive.